Jean-Charles, Bonjour Valentin, ça va? merci de nous recevoir aujourd'hui pour cette première interview. Je Enchanté. suis enchanté de même, je suis ravi de la mener avec toi aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton parcours, quelles motivations t'ont mené jusqu'ici justement à Bangkok? Ok, écoutez, pour faire assez vite, moi c'est Jean-Charles, je suis né à Toulouse, fait mes études en France. Pas mal d'Erasmus, je suis parti à Singapour, en Suède, au Canada, donc j'ai un profil un peu plus international que d'autres élèves qui font leur master en France. Je suis diplômé Bac+5, gestion de projet, bossé chez IBM au début, AXA, et en fait assez rapidement embauché à la Société Générale, à la Défense. J'ai pas trop accroché le monde du salariat, avec un CDI à la SOG que j'ai quitté assez vite au bout de 12 mois pour prendre le large. Et en fait, pendant un voyage autour du monde, je me suis retrouvé aux États-Unis, j'ai rencontré un mec qui faisait un master en real estate et ça m'a posé pas mal de questions et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce taf? Je suis retourné à Singapour où je bossais avant pour la Société Générale et Pardon, master en real estate, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est master en en immobilier tout simplement, sauf ouais. que c'était à New York, donc ça avait l'air de peser pas mal, quoi. Et je me suis dit, comment ça fonctionne et tout, je n'ai pas trop compris le délire. Je suis retourné à Singapour et en fait, un petit peu par hasard, j'avais rencontré une agente immobilière et je ne sais pas pourquoi, on se connaissait à peine. J'ai monté un groupe Facebook. Je m'étais juste rendu compte en fait qu'on était plein de potes. J'avais monté un gros réseau à Singapour à l'époque. À l'époque, on était plusieurs centaines à faire des voyages, des soirées, etc. Et je me suis rendu compte que même entre potes, des gens ne savaient pas qu'il y en avait un qui cherchait une coloc. Parce que tu sais, à Singapour, c'est très difficile de se loger. Bien sûr. Tout seul, c'était trop cher. Enfin, à l'époque, c'était pas cher comparé à maintenant. Mm. Mais voilà, si t'es pas en coloc, t'es cuit. Donc en général, c'est 3 chambres. Il y en a un qui prend le risque sur la master bedroom, la grosse chambre, et qui loue les 2 chambres à d'autres personnes. D'accord. Et qui fait renaître son contrat. Le problème, c'est que s'il y en a un qui se casse, tout le risque est pour lui. Ouais, d'accord. Donc j'ai commencé ça, j'ai commencé à avoir de l'attraction sur ce groupe Facebook, parce qu'au début, c'était la création des groupes sur Facebook, et vite fait, plein de trafic, plein de gens intéressés et tout. Et je sais pas, je rencontre cette agente, si je me rappelle bien, elle était filipino, et elle habitait à Singapour, et elle me voit dans la rue un jour, elle me dit, tiens, voilà un bouquin, c'est le bouquin de mon agence, moi j'ai un petit paragraphe sur moi dedans et tout, tu devrais le lire. Et c'était un petit bouquin, donc je mettrai la référence au cas si ça intéresse. Je pense Ouais, avec plaisir même. Il a dû Carrément. évoluer ce bouquin, un truc de fou. On peut le dire, c'est ta base à toi du coup, Ouais, ce voilà. bouquin en soi. Ouais, enfin en fait c'était un bouquin de son agence à elle, que les Ouais. agents écrivaient, ils racontaient toutes leurs histoires, en mode, et puis j'ai lu des histoires de fou, c'est Singapour, donc il y a des gens, ils étaient, je sais pas, comptables, des trucs comme ça, au bout de 2 jours ils se mettent dans le taf. Tu sais, à Ouais. Singapour, il y a 3 grosses agences qui gèrent tout le pays, D'accord. et en fait les mecs se retrouvent à être en 90-10 avec la boîte. Donc eux, ils sont pas de salaire, ils sont à 90% de commission, mais les boîtes ont quasiment tous les apparts de Singapour et prennent que 10% et laissent bosser les mecs. D'accord. Intéressant ça. Et donc je me retrouve sur ce bouquin, je vois des mecs, au bout de 2 jours, ils ont commencé à mettre des articles, ils trouvent une mention un peu au hasard, ou de la famille ou quoi, ils mettent ça sur le Times, un peu le news média singapourien, 2 jours plus tard, boum, un mec vient la voir, ils achètent la maison. Commission de malade D'accord, mental. ah ouais. Les mecs, direct. premier jour quoi, boum. Ah ouais. Genre, Ça annonce la couleur quoi. ouais, voilà, donc je me dis, ouais, truc de fou. Alors je me suis dit, c'était pas aussi simple que ça. Mais le problème, c'est qu'à Singapour à l'époque, fallait des diplômes. Ouais. Il faut que tu sois embauché par une société singapourienne au début pour pouvoir faire tes galons, etc. etc. Et en fait, à l'époque, le marché de l'emploi était un peu KO à Singapour. Quand j'ai quitté la Hasgib et que je suis revenu après mon voyage. Et je me suis dit, bon, écoute, je vais en Thaïlande, on verra bien. Et en fait, en Thaïlande, j'ai eu un peu de chance. J'ai rencontré Fabrice de Five Star, une agence française en Thaïlande, et qui lui, en fait, m'a donné ma chance. Pareil, en freelance. M'a juste dit, écoute, moi j'ai des clients à gérer. On commence le truc ensemble. Et en fait, on a commencé à bosser ensemble. On a fait des thunes ensemble. Et petit à petit, en fait, quelque chose qui est parti un peu d'une curiosité. Aussi à l'époque, j'avais, même avec mon background informatique, chef de projet, tout ça en Thaïlande, c'était très difficile de se faire embaucher. Et donc j'ai commencé dans l'IMO. D'accord. J'ai aussi assez rapidement signé des petits trucs, mais c'était pas des millions, mais j'ai Ouais. pris des 500 balles par-ci par-là. Mais en une visite, boum, le mec prend. Mais j'ai tout de suite compris que j'avais de la chance. Il y a du coup Il y a 13 ans. 13 ans, d'accord. Voilà, donc c'était Ouais. laisse tomber quoi. C'était vraiment, c'était au tout début.
Et puis petit à petit, tu vois, j'avais essayé de faire l'événementiel, d'autres trucs en Facebook, mais à l'époque on était mal cadré, je me suis un peu broke. Mhm. Et là j'ai repris sur ça et je me suis foutu à fond. Et j'ai rencontré ma femme aussi à l'époque qui m'a beaucoup aidé en taille, parce que forcément, si tu parles pas taille en Thaïlande, franchement t'es cuit. Parce que du coup, ta femme est thaïlandaise. Voilà, exactement, D'accord. ma femme est thaï. Et petit à petit, on a commencé à avancer comme ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était assez difficile d'être embauché par quelqu'un pour plusieurs raisons. C'est que là, en fait, le chef de l'agence, lui, il récupère un client. Il a une propriété. Mhm. Ça, c'est le cas parfait. Il a le client et la propriété qui vont bien ensemble. Il envoie son staff. Le staff signe. On fait 50-50 entre le patron et l'employé. Tout va bien. Ça, c'est le beau cas. Le problème, c'est que Bangkok, c'est une ville immense. Il y a énormément d'appartements. Et il y a plein d'apparts que tu ne peux pas avoir parce que c'est des agents taille qui les ont depuis le début, parce que c'est eux qui les ont vendus à des propriétaires. Et donc, tu es obligé de partager la commission avec eux. Ça, c'est comme dans tous les pays du monde. Et en fait, quand tu fais ça, ce qui se passe, c'est que toi, tu récupères le client de ton boss. Tu dois faire 50-50 sur la com avec l'autre agent. Mhm. Et donc, toi, avec ton boss, il te reste que 25-25 à partager. D'accord. Donc, ça fait beaucoup de démarches, beaucoup de boulot, beaucoup d'efforts pour pas grand-chose à la fin. Donc, au bout d'un moment, quand on a eu un peu une période de passe et tout, j'ai décidé d'arrêter, de me monter tout seul. Et en fait, à l'époque, j'ai été assez… tu sais, je viens du système, je viens de l'informatique. D'accord, Donc, ouais. moi, j'étais très IT, machin, système. Et en fait, c'est un peu un coup de poker. J'avais un mec qui est arrivé à l'époque, un russe, qui me dit « Ouais, moi, j'ai monté un outil, ça s'appelle Hipflat. » Et Hipflat, aujourd'hui, c'est un des plus gros portails de Thaïlande en immobilier. C'est un D'accord. peu comme… des grosses plateformes comme à Dubaï, genre Property Finder ou ce genre Comme de choses. se loger en France, par exemple. Voilà, exactement. Et en fait, moi, j'ai été le premier. Le mec, il galérait, c'était un mauvais vendeur. Il était informaticien un peu geek. Il avait raisé un peu de thunes quand même. Il avait récupéré 1 million. Pas au tout début, D'accord. ça a mis un peu de temps. Mais moi, j'étais vraiment là au début, quoi. Dans son office dégueulasse, dans sa petite townhouse. Il était là, il essayait de me vendre un contrat à 15 000 bahts. C'est 400 euros pour que les gens sachent. Et à l'époque, personne ne voulait le payer. Personne. Absolument personne ne voulait le payer parce que les Thaïlandais, ils sont très physiques, la pub digitale, ça marche pas ici. Ils préfèrent payer des panneaux, des magazines, des trucs comme ça, ou payer des… À l'ancienne, quoi. Ouais, ou payer des promotions dans des événements professionnels et ce genre de trucs-là pour se faire recommander. Ok. Donc moi, j'arrive, je paye le mec, ok. Et là, je sais pas comment, j'arrive à tomber sur des groupes Line. Donc Line, c'est comme WhatsApp en Thaïlande, c'est Line Chat, ça vient de Corée. Et en fait, je tombe sur des groupes où il y a plusieurs centaines d'agences qui, en fait, je me rends compte, il y a un marché de l'échange là, qu'on n'est pas dans un truc où chacun est en train de tenir son saucisson là dans son coin en mode toi t'es une merde et moi je m'en sors. Et en fait, les Thaïs, en fait, on fait ces groupes, mais dans l'ensemble, ça tourne. Les gens échangent les apparts, je cherche ça, ok, j'ai pas, tac tac. Et en fait, je me suis vite rendu compte que par rapport au fait de bosser dans une agence où on n'avait qu'une seule admin qui était partagée entre moi et les autres staffs et le patron. Donc dès que je cherchais un truc, forcément l'admin était pour le patron d'abord. Là, j'arrivais, salut les mecs, il me faut un appartement à 800 € entre la station Asok, la station Pompong, 60 mètres carrés, nanani nanana, bla. Je me retrouvais avec 4-5 apparts à montrer instantanément, tu vois. Et donc je fais 50-50 avec les tailles. Et ma femme aussi peut m'aider pour les visites et tout ça. Et donc en fait, trop bien quoi. Et donc en fait, je me dis ouais, mais le problème c'est que maintenant j'ai les apparts potentiellement, mais j'ai pas les leads. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir le mec de Hipflat à l'époque. Le russe. Voilà. D'accord. Et je lui dis, écoute, tu sais quoi, moi je te prends un abonnement. À l'époque, je crois que c'était une blague, on était illimité. Ouais, je crois qu'on était illimité pour 500 balles. Enfin, c'était une dinguerie, quoi. Je sais même plus combien de mois en plus ils nous donnaient, mais le package était vraiment super bas, quoi, tu vois. Super bas de fou. Et donc moi je lui dis ok je te paye et en fait qu'est-ce que je fais en mode Excel comme au lycée ou au collège là, je prends toute la base de données qui est sur Hipflat de tous les condos, je me fais un fichier Excel de l'espace qui fait genre 5000 ou 8000 listings et en fait je recopie la base. C'est-à-dire que je mets même pas de photos. Je mets même pas de photos, je fais juste si j'ai vu une ligne d'un condo dans tel building à 68 mètres carrés, 2 chambres de salle de bain, tel prix. Je le copie, j'en fais une ligne, j'ai une ligne à mon nom. Pourquoi? Condo, pardon, je te coupe. Condo, on le rappelle, c'est un appartement ici en Thaïlande. Voilà, donc tu as un propriétaire pour un appartement. En général, c'est des tours assez luxueuses ou pas, mais il y a au moins une piscine, une gym, des facilités, une sécurité, un management aussi qui gère la propriété, etc. Donc voilà, donc moi, qu'est-ce que je fais? Je copie comme un gros bourrin toute cette base de données.
ce que personne n'a fait à l'époque. Ouais. Vu qu'en fait, les gens, bah, ils savaient pas trop quoi, ils sont pas système, ils comprennent pas le truc. Mais moi, j'ai vite compris qu'en gros, dès qu'un mec tape un projet, on a 25 mecs qui ont posté un truc, on est un peu en train de jouer à pile ou face à qui va avoir le clic, quoi. Ok. Donc, je fais ça. Je m'étais fait un beau logo aussi et tout machin. Donc, ma marque, c'est Best BKK Condos. Et en fait, je poste ça. Et là, bam. Genre des leads, tous les jours des leads. Tous les jours, leads. ça. Alors, bien sûr, des fois, j'ai pas les apparts. Non, je n'ai pas les apparts 100% du temps. Ouais. Ok. Mais voilà, au pire, les mecs, je leur fais pas perdre leur temps. Je leur dis, écoutez, laissez-moi 24 heures pour vérifier si c'est disponible. Et pendant ce temps, moi, je vais sur mes groupes et boum, et boum, et boum. Et je commence à envoyer des messages à tout le monde. Et en fait, je commence à récupérer plein d'apparts. Et au moins, les clients, des fois, je leur dis, écoute, j'ai pas. Mais en fait, j'ai celle-là et celle-là dans le même building, encore moins cher ou machin, même, enfin des trucs encore mieux, quoi, tu vois. Et où je leur ai envoyé au moins 5-6 apparts qui correspondent. Et le mec me dit, ok, bingo, on part faire les visites, on va voir les 6. Et là, les mecs me disent, mais c'est une folie. Je dis, moi, en plus, je vous le dis aujourd'hui, 13 ans plus tard, je suis allé à Dubaï, j'ai fait des visites pour louer des apparts. C'est une dinguerie, il n'y a pas de service. Enfin, il y a plein de pays dans le monde où quand tu cherches un appart, le mec te dit, j'ai ça, au revoir. Enfin, il n'y a pas un mec qui arrive et qui te fait vraiment un truc bien custom. Et c'est vrai que le fait de pouvoir partager avec beaucoup d'agences de Bangkok, moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mes clients. Notre commission, forcément, est divisée par 2, puisque je la partage avec un autre agent. Mais par contre, en termes de visibilité et de ce que je peux vous montrer sur le marché, je suis meilleur agent du market. Parce que typiquement, je vais aller voir tous les meilleurs agents de tous les meilleurs condos que je connais. Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre les rues, rue par rue, scooter. Samedi, je vais dans cette rue-là, je me fais tous les condos de la tour, je prends les photos. J'enchaîne, jusqu'à que je commence à connaître tous les buildings. Là, on est 13 ans plus tard. Ouais. Le monde a beaucoup changé. Je me doute. J'ai signé en location un peu plus de 1300 contrats de location. D'accord. Donc, je faisais des années, au moins au minimum, au début forcément entre 50 et 80 clients. Et après, très vite, je suis passé au-dessus des 100. Et la barre des 100, je crois que je l'ai pété tous les ans depuis 5 à 6 ans là. Minimum. J'ai même fini record 165. On est presque à un signé sur 2 par jour sur une année de 365, ce qui était assez ouf. Et en plus de ça, il y a les renouvellements. Donc les gens qui restent dans leur appart, des fois on peut retoucher une petite commission en proposant aux propriétaires de les garder avec eux. Et aussi, il y a eu des ventes, pas mal de ventes. Je suis plus un agent qui a été performant sur la partie location que la partie en vente. Ouais. Mais j'ai quand même réussi à vendre 2 à 3 gros biens à Bangkok. Des appartements qui font 2,5 millions à 1,7 million $. D'accord, pas mal. Dans des très grosses tours. Et pareil, des coups de poker de fou, parce que pareil, des apparts que les gens avaient cliqué à l'époque, que je n'avais pas. Je vais sur le groupe, salut, je cherche un truc comme ça, et là, bim, Ça te l'a donné. un mec qui me dit, je l'ai, et il est là, et vas-y, on y va, et le mec arrive, instant, boum, il l'achète. Donc des coups comme ça. Ça part direct. À l'époque, sur des très très bons condos, mais après, sinon, ce métier, pour moi, c'est l'un des métiers les plus difficiles au monde. Énormément de compétition, on est 20 000 agents à Bangkok, barrière de la langue, comment traiter avec les propriétaires. Il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées. Et en fait, au fur et à mesure des années aussi, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont digitalisés. Les gens ont compris. Déjà, l'ami russe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir tous les mecs. Hey, regardez, JC, il paye 400 balles, il en signe 5 à 10 par mois. Venez, là, c'est parti, tu vois. Et donc, forcément, tout le monde a commencé à foutre des billets. Et à la fin, c'était n'importe quoi. Sur la plateforme, il y avait 100 000 propriétés. On était tous en infini. Donc, il y avait des mecs qui avaient 20 000 propriétés. Personne ne met rien à jour. Les portails en Thaïlande, il faut savoir, ça a été très compliqué. Ça commence doucement. Il y a eu des gros meetings quand je te parle de ça, des grosses associations, tous les agents se rencontraient. Comment on va faire pour nettoyer la base de données? Parce que les gens arrivent dans le pays, ils cliquent, il n'y a rien qui est dispo. Ça, à Dubaï, c'est tout le contraire. Maintenant, tout est vérifié à Dubaï quasiment. Parce qu'attention, les gens vous disent il n'y a pas de ça, mais quand on va à Dubaï, si on dit propriété, il y en a quand même 3 ou 4 qui ne sont pas dispo non plus. Mais en gros, voilà. Et on en est aussi arrivé à un truc je finis sur ça. 13 ans plus tard, ces portails, ils sont devenus tellement gros. Ils se sont fait racheter par des conglomérats. Et ces conglomérats, en fait, se sont rendus compte qu'il y avait énormément d'argent à faire en Thaïlande. Et ils ont aussi racheté des sociétés qui avaient genre 400 agents, 600 agents. Et à un moment, en fait, ils nous ont tous dit au revoir. Donc, on est passé d'un abonnement qui valait 400 balles infini, où on se rinçait un truc de fou, à, en fait, les mecs, maintenant, c'est 3 000 € par mois pour 200 propriétés maximum. Alors qu'il y en a, je sais pas combien de sur le site. Ouais. Et à la fin, ils ont dit, écoutez, les mecs, au revoir. En fait, on prend tout le Monopoly.
on a pris la grosse agence qui gère tous les leads, maintenant on garde tout chez nous et vous vous démerdez tout seul. Et c'est des sociétés qui dépensent peut-être 50 000 euros de pub par mois, qui ont un monopoly SEO indétrônable, qui font ça depuis des années avec les pros du market, des Américains, enfin des gars qui sont embauchés en Thaïlande dans des offices à faire ça H24. Et donc les petits agents de Thaïlande, entre guillemets, les petites à moyennes sociétés comme la mienne, on est censé en prendre plein la gueule. D'accord, ouais. Et donc l'année dernière, gros coup de flip, je me suis dit putain, peut-être que pour la première fois de ma vie, je vais prendre la porte. Parce que voilà, au fur et à mesure, il y a eu des hauts, des bas comme tout le monde, des investissements, des trucs qui n'ont pas marché, des trucs qui ont marché. Mais toujours mon réseau, jamais quitté le boulot et 13 ans que je suis là. Donc bouche à oreille, vraiment. T'as su faire ton nom. Si Ouais, voilà. Et puis pas mis de carottes, toujours poli avec les clients, même quand je perds, pas mauvais perdant. Ça, c'est un truc qui est vachement important. Il y a beaucoup d'agents qui sont super mauvais perdants. Et donc, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Donc, grosse aventure. Ouais. J'en suis à 1300. La question, c'est est-ce que je trouverai le courage d'aller chercher les 1300 suivants. Mais en tout cas, je continue. Cette année, j'ai encore fait over 100, c'est sûr. Ouais. On est quasiment en fin d'année. Et chance pour moi, cette année, j'ai pas pu continuer les pubs en ligne parce que les mecs nous ont fait exploser les prix des portails. Et pourtant, je pense que j'ai fait une meilleure année que l'année dernière. Comme quoi. Voilà. Donc, comme quoi, voilà, il suffit juste avec le réseau que j'ai et tout, il y a des choses à faire. Et il y a des nouveaux outils pour poster. Je commence à faire du SEO et là, je commence aussi à me lancer sur YouTube. Donc aussi pourquoi la présence aujourd'hui. Enchanté d'être là. Bah, avec plaisir. Toi, du coup, tu nous dis que voilà, tu as énormément de prospection chaque année. Est-ce que tu traites avec beaucoup de Français? Oui, alors forcément par affinité, on est en France, donc j'ai eu beaucoup de Canadiens, de Belges et de Français. Mais honnêtement, une fois que je me suis mis sur les portails, et donc c'est Google qui fait la loi et les portails, c'était ultra diversifié. Ouais. Donc j'ai vraiment eu de tout, des Iraniens, des Israéliens, des Américains, des Anglais, des Australiens. J'ai vraiment tout. C'est cool ça. Ouais, parce que du coup, même si tu as, on va dire, tout le monde, tu restes, enfin moi de ce que j'ai pu voir, ma propre expérience, c'est que Jean-Charles, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que c'est un des premiers représentants de Français dans l'immobilier en termes de location. Parce que moi, dès que je parlais à quelqu'un, ouais, Jean-Charles ci, Jean-Charles ça, ah ouais. Ouais, c'est vrai, je suis là depuis longtemps. Après, je t'avouerai, il y a eu des grosses agences françaises. Il y avait Five Star est toujours là et marche bien. D'ailleurs, je suis content pour lui. Et il y en a une autre, j'ai pas besoin de citer le nom, mais il y avait une des plus grosses agences françaises qui a sauté en cours de route. D'accord. Ils ont eu des procès parce que forcément, à aller trop vite, trop loin et à chercher un peu trop le profit, il y a aussi des gens qui se sont un peu grillés les pattes. Et donc, il faut faire très attention et c'est un milieu de toute façon qui est ultra volatile. J'ai rencontré énormément d'agents il y a 13 ans qui aujourd'hui ne font plus du tout le même travail. D'accord. Mais par contre, il y en a qui se sont accrochés ou qui ont un temps plein à côté, qui font ça un petit peu de leur temps libre. Forcément, le Covid a aussi mis une grosse claque, mais le Covid a quand même pas été si pire parce que les gens en fait bougeaient d'appartement. Ils pouvaient trouver plus grand pour moins cher et ils se sont aussi rendus compte que leur appartement qui avait une vue sur un mur ou un truc un peu pas cool avec des facilités pas sympas où ils peuvent pas sortir dehors, en fait c'était hors de question pendant le Covid, quoi. Il leur fallait de l'espace, des terrasses, des trucs cool. Et donc ils se sont dit maintenant je dépense plus d'argent, j'ai toujours un salaire qui tombe au même niveau. Donc je bouge, j'en charle et j'ai quand même eu une bonne année pendant l'année du Covid, mais j'ai pas fait de vente. Voilà. D'accord. Parce que les mecs pouvaient pas venir visiter. Ouais, naturellement. Voilà. Et ouais, tout ce qui est question de visite en ligne, un peu compliqué du coup. Alors j'en ai eu plus qu'avant. C'est un truc que je faisais jamais avant, mais ça m'est arrivé fin de Covid. Des mecs qui me disaient vas-y, j'y sais, visite virtuelle. Donc moi, Samsung grand angle, vertical avec une petite gimbal, vite fait, tac, présentation de l'appart, je parle. C'est pas juste je te montre les murs, je te fais aussi la présentation. Et je te montre bien la vue, tous les pépins et tout. Et 2-3 vidéos, il y a des clients qui ont signé en vidéo. Sympa ça. Mais c'est rare. Rare. Et de toute façon, en général, je ne conseille pas aux clients de faire ça. Oui. Sauf si moi, je suis persuadé que c'est ce building-là et qu'il n'y a rien d'autre. Et de toute façon, on a tellement cherché ensemble sur le net, on sait que c'est là. Et le mec, il a vu le cadre, il fait attendre, mais c'est pas possible. De toute façon, arriver de France. Même toi, je pense que c'est pas très intéressant de faire une visite juste en filmant. Non, mais tu sais, des fois, il y a des gens, ils sont pressés. Et le problème, c'est que tu as plus qu'avant aujourd'hui. Des fois, tu as des quartiers où ça devient de plus en plus serré de trouver un appart. Et peut-être que la crèche pour eux est juste à côté ou l'école est juste à côté.
Et donc ils me disent, mais attends, tous les buildings qu'on a regardés sur internet c'est plein, il reste que 3 appartements, bah fais-moi les 3 vidéos et puis on va pas tarder quoi, parce que sinon j'arrive, j'ai rien quoi. Et ça c'est déjà arrivé. Ouais. D'accord. Voilà. Et du coup, toi, tu nous dis que du coup c'est 13 ans que tu es ici. Est-ce que du coup tu peux nous dire pourquoi selon toi il y a justement cette attractivité parmi les Français d'investir à l'international? Alors, il y a plusieurs choses, en tout cas pour la Thaïlande, moi, Ouais. mon feeling, il y a deux types d'investisseurs. Ici, on a pas mal de gens qui habitent en Asie, donc essentiellement en Thaïlande, c'est les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Taïwanais. Eux, c'est forcément les premiers investisseurs singapouriens aussi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent bien la zone, ils savent que dans leur pays, les appartements sont hors de prix, on leur donne vraiment rien pour énormément d'argent, et donc venir ici, mettre un peu de cash, on va dire ils savent plus prendre le risque. D'accord. Voilà, ils ont une aversion au risque qui est plus rapide. Je te parle aussi pareil, quand tu négocies des appartements en location, nombre de fois j'ai montré des apparts à des Français, et tu sais, nous forcément, ouais, alors attends, faut que je réfléchisse, que j'appelle ma femme, on va en discuter, nanana. Ouais. Le mec se casse, le Coréen il arrive, il voit l'appart, il pète un câble, boum, il met le cash direct. Ouais. Et ça, c'est des mentalités qui sont très différentes. Il y a des gens qui savent directement prendre les opportunités et voir où elles sont, et il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus de réflexion. Je ne juge ni l'un ni l'autre, mais je vous dis juste que oui, souvent les Européens, on se fait piquer les deals. Parce qu'on perd trop de temps à réfléchir. Et donc, en fait, il y a ces investisseurs-là qui sont dans la zone de toute façon depuis le début, et eux qui mettent le pognon et tout en Thaïlande. Les Russes, eux, ils viennent à fond, mais ils sont plutôt sur Pattaya, Phuket, très peu à Bangkok. Historiquement, ouais, on avait beaucoup d'Américains, de Français, d'Européens, les Scandinaves. Les Scandinaves, ils ont acheté énormément de maisons dans la région de Hua Hin et tout ça. Et ils achetaient aussi en Thaïlande. On les voit de moins en moins d'ailleurs, eux. Ils prennent de moins en moins l'avion, je crois, depuis le Covid. Tout ce qui est un peu l'écologie et tout, ça les touche beaucoup. Et le marché a évolué. On est passé juste avant le Covid déjà sur 2 ans. Enfin, nous, 2017-2018, c'était les années golden. Genre là, tu avais des gens qui arrivaient de partout, qui étaient prêts à balancer du cash, ça allait assez vite. Et après, ça s'est ralenti. 1 ou 2 ans avant le Covid, c'est passé marché chinois. Donc c'est vraiment eux qui pétaient le marché, qui achetaient à fond. Ouais. Et là, on a eu un gros trou. Et là, doucement, ça y est, on commence à en faire revenir. Déjà pour 2 raisons. On a pas mal de Français sur Singapour, Hong Kong, qui ont la possibilité de faire des crédits avec UOB ou ICBC. D'accord. Et donc, qui peuvent investir. Alors forcément, les taux sont élevés, mais moins élevés que les banques locales en Thaïlande, qui vous donnent des taux qui sont, entre guillemets, ce que j'appelle du vol. On est sur du 8 à 9% pour investir ici en Thaïlande, à savoir que le taux de rendement, s'il est déjà 4,5-5, c'est cool. Voilà. Donc, aucun intérêt de faire un prêt. Par contre, eux, ce qu'ils se disent, c'est que ça leur donne une liquidité, même si eux, ils ont un taux dans les 6,5-7. Ils se disent, ok, mais tant pis, je paye plus cher maintenant, mais si je le fais pas maintenant et que je ne traîne pas mon investissement dans le futur, ils parient sur la baisse des taux, et donc ils se disent que petit à petit, ils vont revenir vers un truc plus clean, plus facile à payer. Et c'est le moment d'investir maintenant, que les prix du mètre carré explosent. Ouais. Donc, puis surtout ici, maintenant, là, Bangkok, le BTS qui se construit. C'est ça. Et tout. En infrastructure, on a explosé en 13 ans, les services, la qualité des buildings, les restaurants qui sont importés, les infrastructures sportives, les écoles. Il y a plein de nouveaux campus qui ont ouvert. Enfin, vraiment, là, on a eu une grosse poussée démographique depuis 1 an et demi. Parce que aussi, il faut voir ce qui se passe dans le monde. Conflit en Russie, conflit en Israël, les gens qui en ont marre de la France, les gens qui en ont marre de l'Angleterre, etc. Enfin, plein de problèmes sociopolitiques. Et la Thaïlande, dans l'ensemble, reste un pays super tolérant. Là, je parle de tout sujet, que ce soit religion, sexualité, apparence. Voilà, les gens, dans l'ensemble, si ici on respecte les règles, on est vachement bien accueillis, quoi. Et donc voilà, donc les gens se sont dit, bah écoutez, je comprends, hein, plutôt que de m'acheter un studio ou un truc en banlieue parisienne, bah écoutez, je vais venir en Thaïlande, je me prends un truc à la plage. Ouais, bord de plage. Voilà, alors après attention, je pose mes mots. Oui. Il y a eu des gros coups pendant le Covid. Là, les prix ont bien remonté. Ouais. Donc non. Moi, en tout cas, je mets vraiment 2 différences sur ça. C'est qu'en France, c'est cool de pouvoir investir parce qu'on est aidé par les banques avec des taux très bas. Quoi qu'aujourd'hui… Ils ont remonté, mais je veux dire, ça reste bas comparé à ce que je t'ai expliqué. Ouais. On n'est plus sur des 7-9%. Par contre, c'est clair qu'après, des appartements qui font rêver avec des piscines, des rooftops, des bonnes facilités, c'est quand même plus cool d'acheter en Thaïlande. Par contre, en Thaïlande, il faut acheter cash.
Donc c'est un process d'un mois. C'est 10% de booking, 90% modulo 4 à 6 semaines. Ouais. Donc il faut avoir le cash. Et comme je vous ai dit, les banques, c'est que pour des gens qui ont des très bons profils à Hong Kong, à Singapour et qui ont des liens avec les banques chinoises, entre guillemets, hongkongaises ou singapouriennes. Mais donc voilà, c'est un marché qui est plus compliqué. Ouais. Par contre, après, en termes de rendement, on a. Alors sur Bangkok, on a eu toujours des rendements assez flat. Ok. Moi, j'ai jamais survendu le marché en mode ouais, venez, vous allez faire du 6 à 8%, etc., etc. Forcément, Airbnb a repoussé un petit peu la donne, mais Airbnb, c'est illégal en Thaïlande. C'est légal qu'à partir de 30 jours. Donc moi, de toute façon, on fait aussi ce business, mais on loue à des gens qui viennent pour 30 jours. Et c'est beaucoup plus facile à gérer. En général, on a des meilleurs profils. Et puis surtout, vous avez plus de demandes. Voilà. Aussi. En fait, depuis qu'il y a des nouveaux visas qui sont apparus, maintenant, c'est plus facile d'avoir un visa touriste de 60 jours plus 30 jours. Donc on a des demandes au mois. Et aussi, on a le nouveau visa qui vient de tomber, qui nous donne, à partir du moment où on est travailleur depuis embauché par une boîte étrangère, on a des visas de 6 mois renouvelables très facilement et à des prix beaucoup plus concurrents qu'avant. Donc, ouais, on a quand même quelque chose qui est en train de monter doucement. Les lois n'ont pas beaucoup changé en Thaïlande, tu sais, pendant 13 ans, au regard des étrangers. Mais on a quand même des BOI qui ont ouvert, et c'est plus facile d'ouvrir une structure qu'avant. On a les élites visas qui ont sorti, on a ces nouveaux visas là qui viennent de sortir aussi. Digital nomade aussi. Voilà, et donc c'est plus facile qu'avant de venir. Et moi je suis super content parce qu'après le Covid, on a eu une période de diète. Je voyais aucun jeune en fait d'à peu près de ton âge qui venait un petit peu en Thaïlande pour s'essayer, monter un biz, bosser à distance, essayer de se faire embaucher par une boîte locale. Il y a eu un trou de l'espace là pendant 2 ans. Et là, même là, on a un groupe sur Instagram avec pas mal d'entrepreneurs, j'ai halluciné. Les ventes de la semaine dernière, on était genre 30, 35. Ouais, une trentaine, quarantaine. Et les mecs, ils ont tous, enfin moi je suis un vieux quoi, j'ai 41 ans, ils ont tous entre 19 et 24 piges. Enfin voilà, je suis choqué quoi, je me dis, ça y est, c'est la nouvelle génération quoi. C'est vrai. Moi je suis arrivé à 27 ans quand même, tu vois. Je suis pas arrivé à votre âge quoi. Donc, quoi qu'en vrai, 27 ans, tu vois, ça reste la vingtaine. Ouais. Après, je suis venu quand j'étais à Singapour pour mes études. Je suis venu, la première fois en Thaïlande, c'était 2005. Donc, je suis un vieux de la vieille, mais je me suis pas installé. J'ai pas essayé de bosser. C'est juste ici, vacances, kiff de dingue. Enfin voilà. Et en fait, voilà. Donc je vois qu'il y a quand même des choses qui drive. Les capitaux rentrent dans le pays. Niveau vacances, j'ai pas à le dire aux gens, hein, tout le monde connaît sur Instagram tout ça, Phuket, Koh Samui, Koh Phangan, c'est des destinations qui font rêver. On a des îles magnifiques, exotiques en Thaïlande et donc forcément le marché de l'immobilier attire les gens. On a beaucoup de vacanciers avec Airbnb qui là lâchent des nuits de villa entre 150 et 1000 euros la nuit, voire même dans des trucs de luxe, ça monte dans des 5000 à 10 000 euros la nuit. Enfin, des trucs que j'ai jamais vus au début quand je suis arrivé en Thaïlande. Donc oui, on a eu un changement de marché assez radical. Et donc, le marché de Phuket a explosé juste après le Covid. À Bangkok, on est en train de revenir doucement. Et justement, on a pas mal d'appartements dans de l'ancien qui valent le coup d'être rénovés. Donc avec l'expertise française, le goût qu'on a en France sur la rénovation, il y a des trucs sympas à faire. Et on a aussi beaucoup de projets modernes qui se lancent où on peut facilement récupérer un 35 mètres carrés avec des facilités de dingue ou dans les 100, 150 000 euros. Quoi. Voilà. D'accord. Ouais, du coup, prochaine question. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite comparaison justement entre l'état du marché immobilier en France et ce qu'on pourrait trouver à l'étranger, par exemple ici à Bangkok Moi, je dis c'est assez simple. En France, tu peux assez rapidement faire un crédit qui peut te permettre d'avoir un apport, acheter un appart. Normalement, si tu n'as pas fait d'erreur, tu n'as pas acheté dans un mauvais quartier, tu t'avais bien fait ton taf, ton appartement va prendre une plus-value. Même si les loyers ne sont pas dingues, parce que tu as les impôts, etc. et tout, voilà, ça va quand même monter en valeur. Et donc, tu as moyen de faire une revente et une culbute assez rapidement. Donc, les gens qui s'en sentent très bien dans ce marché-là, ça va. En Thaïlande, c'est assez différent. À Bangkok, en tout cas, le marché est un petit peu plus calme au niveau de la revente. Les Thaïlandais aiment bien acheter neuf. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de revente. Hein. Tu regardes les scores, il y a de la revente à Bangkok. Mais je te dis juste, je le moque avec un plus petit bémol. Moi, en général, ce que je conseille à mes investisseurs depuis 10 ans, tu achètes un appart, tu le gardes pendant 7, 8 ans, 9 ans, tu le loues tranquille, que ce soit du short terme ou du long terme. Tu fais tes loyers et à la fin, tu essaies de le revendre au même prix. Même prix, petite plus-value.
Ou, comme on avait acheté avec un taux du BAT qui était très faible Ouais. il y a 10 ans et que là, le BAT a monté, bah, on fait aussi une plus-value sur l'argent, sur la monnaie. Moi, c'est plus ça que je vois. Après, par contre, attention, à Phuket, il y en a qui ont fait des culbutes de malades fin Covid. Il y a des gars, enfin, j'ai vu des histoires, ils ont acheté une villa à 500 000 euros, on leur a racheté à 750 000 ou D'accord, ouais. 1 million Quasiment en x2, 6 quoi. mois. En 6 mois. Juste parce que les Russes sont arrivés, ils ont besoin de trouver un endroit pour se poser, la villa est top, boum. Tu vois, et là, il y a. Ouais, ils n'ont pas cherché à comprendre. Bah, il n'y avait pas grand chose de dispo non plus, tu vois, parce que Ouais. les prix ont trop pété trop vite. Donc là, j'ai des potes, ils ont acheté des petits studios, 80 000 euros à Phuket. Alors, c'était moi au début, je ne vais pas dire que je me moquais d'eux, mais j'étais là, ouais, pas ouf, pas fou ton truc, quoi, tu vois. Et là, maintenant, avec le Airbnb et tout, c'est la folie. Ils ont un rendement, ils ont un salaire, quoi. Donc, Par mois. ouais. Donc, il y a eu, il y a eu un gros changement. Donc, je dirais, si tu fais la différence entre les deux marchés, on est quand même à Bangkok, hein, on est dans la capitale. Donc, c'est comme si je te disais d'acheter à Paris, tu vois, c'est hors d'atteinte. Là, à Bangkok, même en mettant 150 000 euros, tu peux quand même avoir un bête d'appart avec une bête de piscine. T'as pas le problème des squatteurs, t'as une sécurité, t'as un management, Ça, c'est sûr. les lois sont strictes, tu payes pas ton loyer, 2 coups de téléphone, t'es dehors, il y a personne qui, enfin, tu vois, tu vas avoir des gros problèmes. Pas payer son loyer, pas payer son électricité en Thaïlande, c'est une félonie, enfin, c'est un truc grave dans la loi. Et donc, dans l'ensemble, parce qu'attention, avec le volume, on peut aussi avoir des histoires un peu cheloues, mais les gens respectent les règles. Et ça se passe assez bien dans l'ensemble. Forcément, on est comme dans tout marché, on peut avoir des mauvais cas où on a un locataire qui a fait n'importe quoi, on a aussi des cas où il y a des propriétaires qui vont peut-être prendre la caution. Moi, je vous dis franchement, sur les 1300, le nombre de mauvais cas, moins de 20. Voilà. Ah ouais, donc c'est Pourquoi? relativement faible. Parce que aussi, bien prendre les profils, bien sentir les proprios, quand ça part en couille, dégage le proprio, c'est pas grave, on ne fait pas le deal avec, on retrouve un autre appart, des états des lieux carrés, photos à l'appui, album de 100 photos, le moindre pet sur ton sofa, il est en photo. Parce qu'attention, c'est vrai qu'après, les agents locaux, eux, photo en grand angle, tiens, c'est ça ton état des lieux, et puis le jour de l'état, ah, bah tiens, il y a un pet là, et puis il faut que vous compreniez, moi je travaille avec des locaux, et j'adore travailler avec eux, mais c'est vrai qu'après, quand vous vous retrouvez tout seul avec un agent local, bah, il y a quand même un petit peu plus de chances que l'agent local protège le propriétaire local. Et nous, Ce qui est normal dans le fond. on sera toujours l'étranger. Puis de toute façon, ça aurait été pareil en France. Aussi. S'il y a un étranger qui arrive, agent français ou propriétaire français, il y a quand même plus de chances que les Français s'entendent mieux et fassent leur truc entre eux. Donc, voilà, j'ai vite compris que les gens, déjà, ils avaient besoin de deux trucs. Il faut que vous sachiez, mais en Thaïlande, on a parlé tout à l'heure de Singapour, où il fallait un diplôme, c'est compliqué, il faut passer pour une boîte. En Thaïlande, il n'y a pas de diplôme. Donc, n'importe qui peut s'inventer agent. On n'a pas de diplôme, de BTS, là, de trucs comme ça. C'est le western. Voilà, on peut Là, le dire. demain, tu vas arriver, tu prends C'est le tes western. valises. Même la femme de ménage, elle peut s'inventer agent immobilier. Tu vois, je fais une blague, mais c'est ça. Et en fait, c'est ça ce qui est dingue. C'est-à-dire que des fois, même tu appelles le propriétaire, c'est sa secrétaire, et sa secrétaire, elle te dit, mais non, mais moi, je touche. D'accord, Faut que tu me donnes, tu vois. Ouais. Et des histoires tout le temps comme ça. Mais c'est ce qui fait aussi que comme ils n'ont pas ces diplômes, ils n'ont pas ce truc-là, à moins d'aller dans des très grosses firmes où on va les former et de tenir, parce que les rythmes sont vachement accélérés, on les force à signer, etc. Ben en fait, dans l'ensemble, ils sont moins pros, forcément. Si tu prends par rapport à tous les gens qui font des BTS, peut-être qui m'écoutent là en France, dans l'immobilier, forcément, vous sortez d'un diplôme, vous êtes 100 fois mieux qualifié qu'un mec qui n'en a pas fait. Naturellement. Naturellement, vous savez vendre, faire des présentations. D'ailleurs, je regarde la série sur Netflix, L'Agence, tu vois, très bon cas où on te montre vraiment comment présenter l'histoire d'un appartement. Enchaîner les visites, gérer les profils des clients, tout ça. Et ça, l'État, ils ne le sentent pas trop. Il y a plein d'agents qui commencent, ils n'ont pas d'expérience. Et eux, ils vont juste prendre les listings qu'ils ont. Et on a beau leur dire, je veux un 5 mètres carrés avec une terrasse. Et eux, ils vont t'envoyer un 60 mètres carrés vu sur un mur. D'accord, ouais. Et c'est pas tous. Attention, ce que je te dis, il y en a, c'est des frappes ici. Ils font de l'argent violent. Mais oui, tu vas forcément, par manque d'éducation, avoir des trous. Et donc, c'est là où nous, on a pu être là. Parce que tu vois, par exemple, je suis allé à Dubaï, je fais aussi agent immobilier là-bas. D'accord. Là, le marché est beaucoup plus compliqué. On n'a que des mecs qui ont des diplômes qui viennent d'Europe. Les firmes sont au taquet, il y a des millions d'investissements. Forcément, les mecs en face sont beaucoup plus pros. Et encore. Parce que franchement, je trouve, finalement, après 13 ans ici, après avoir vu le marché à Dubaï, je trouve les agents plus pros en Thaïlande.
D'accord. plus simple, c'est bien de le souligner, quand même. plus chalant, plus cool. À Dubaï, carrément des visites, je suis allé, l'agent il me dit bah tu sais quoi, c'est unfurnished, les clés sont en bas, t'appelles le mec, tu montes tout seul, tu vois l'appart, ça te plaît, tu Ouais, m'appelles, sinon je viens pas. Donc le mec, tu le vois d'accord. pas. Et c'est lui qui prend la com, hein. C'est pas le propriétaire qui paye. En Thaïlande, c'est le propriétaire qui paye. Donc à partir du moment où c'est le propriétaire qui paye, l'agent, il faut qu'il donne tout. Parce que c'est lui qui donne le service. Ouais. Et si ça se passe pas bien, le propriétaire, il prend un autre agent. Ou des fois, carrément, ils envoient 10 agents et puis c'est le western, comme je t'ai dit, il n'y a pas il n'y a pas de confidentialité, il n'y a pas d'exclusivité sur l'appartement et donc on est D'accord. en guerre contre une tonne d'agents. Voilà. D'accord. Bon, franchement, c'est bien de savoir ces petits détails parce que du coup, ça nous montre justement l'envers du décor, si je puis dire, tu C'est vois, ça, de ouais. comment ça se passe. Donc, Donc forcément, moi, j'ai pas appris dans les bouquins, ouais, j'ai pas fait de BTS en IMO et tout ça, j'ai appris au dur, dans la sur le rue, tas, quoi. quoi. Ah ouais, dans la rue Ouais, ouais, totale, ouais. quoi. Sans Le diplôme. scooter, aller visiter tous les apparts, récupérer les apparts, faire des associations avec des agences locales, faire mes visites, commencer à faire mon nom, machin. Et je peux te dire, hein, pour avoir signé 1300 apparts, tu t'imagines pas combien j'en ai perdu. Ah bah, allez, de tête, peut-être x3. Alors, je pense qu'on est à x5, x10, hein. Ah ouais, Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. d'accord. Et en plus, faut que tu le saches, mais tu me parles de la France. Les clients français sont Ouais, très difficiles. ouais, c'est vrai. Mais c'est bien, parce que tu sais quoi, il vaut mieux avoir des clients difficiles, parce que quand tu les gères bien, déjà, ils sont très contents. Et il vaut mieux avoir des clients difficiles, parce que eux te font vraiment aller chercher les meilleurs apparts. Parce que sinon, si tu n'as que des clients qui arrivent, américains Mm. ou quoi, qui arrivent, ah bah super, je t'ai vu tes 3 trucs, je prends. À la fin, tu es nul. Tu sais pas où aller, tu sais pas où sont les bons plans, où En sont fait, les bons... tu te penses bon, Ouais, mais alors que tu es juste tombé sur un mec qui voulait c'est acheter, ça. poser de l'argent, C'est quoi. ça, et donc en fait, il Ouais. faut. Et donc, ouais, les Français, les Allemands, enfin les Européens dans l'ensemble, beaucoup plus difficile à Mm. gérer. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure des années, bah, ça m'a donné un niveau de malade, quoi. Et je peux le dire, enfin, sans me vanter, je crois que je connais pas un agent à Bangkok qui a signé autant d'appart que moi avec ma boîte pendant ce temps-là, sur cette période, enfin, tout seul, quoi, tu vois, Mm. sans être une équipe de 15, de 20, de 30, quoi, tu vois. Et on est une petite équipe, hein, on est 5 avec ma femme et mes employés. Et puis, on a vraiment fait ça in-house, quoi, tu vois, petite société. Et donc là, voilà, on est vraiment super content d'être là. Et puis, c'est grâce à tous ces clients difficiles qu'aujourd'hui, je suis encore là. Bah ouais, Donc, parce il que faut du aussi coup, remercier les gens qui te font ça a perdre. monté ton niveau, on va dire. Après, il faut savoir, comme j'ai dit, être bon perdant, mais il faut aussi savoir poser les bonnes questions quand tu as perdu. Parce que souvent, tu as des gens, ils vont perdre 3 jours à faire des visites, puis une fois que c'est perdu, Mm. ouais, enfoiré, tu vois. Tu vois, mais c'est vrai. Ouais. Alors qu'en fait, bah ok, bah super, qu'est-ce que tu as aimé chez moi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, mais finalement dans tes visites, pourquoi tu as pris, qu'est-ce que tu as pris? Des fois ils ne te le disent pas, ils n'ont pas encore signé. Mais moi des fois je leur dis, bah écoute, attends d'avoir signé, et une fois que tu as signé, je t'envoie un message, puis au moins dis-moi où tu as signé, comme ça je reste pas con, Mm. tu vois. Je me laisse pas débile à me dire, la prochaine fois je fais la même erreur. Et truc aussi important, bah, je me dis, des fois je demandais aux gens carrément, ok, tu as signé? Tu as vu quoi en deuxième choix et en troisième choix? Ah, bah j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ah, bah super. Eh bah écoute, clac, clac, il me donne les numéros des agents, tu vois. Client suivant qui arrive, Mm. même budget, même machin, j'appelle les deux, boum, je signe. Tu vois. Donc faut savoir aussi être un peu malin, Ouais, bien sûr. même dans les cas où c'est perdant en fait, mais c'est un peu ça, ouais. Faut savoir Donc, pour savoir rebondir après, quoi. voilà, exactement. Mais il faut Ok. quand même que les gens comprennent, hein. Je suis pas juste à Neuilly ou juste à Levallois. Là, la carte que je gère à Bangkok, elle est immense. Il y a plusieurs centaines de condos. Il faut que je connaisse tous les layouts, toutes les tours. C'est une encyclopédie totale, quoi. Qu'on essaye de repositionner l'échelle, Bangkok est 7 fois supérieur à Paris, si je dis pas de bêtises. Ouais, 14 millions d'habitants. Ouais. Moi, forcément, il faudrait que je vous montre sur une carte, mais en fait, tu pourras peut-être mettre un Google Maps, mais je gère Ouais. à peu près du métro à Ramanov jusqu'à la rivière, au sud. Ok, ouais, d'accord. Et je gère du Ouais. BTS au Nout jusqu'à Hari Moshit à la station. D'accord, ouais, je En vois. sachant que le gros du truc, c'est Sukhumvit et Satorn. Mhm. C'est là où on est quasiment la plupart du temps pour les expatriés. Mais je fais de la route, quoi. Mon scoot, il a plusieurs milliers de kilomètres, ça va vite, quoi. Donc, ouais, très, très compétitif et très grand terrain de chasse. Mhm. Voilà. Donc, je suis resté vachement open. Je suis capable de faire un deal à l'autre bout de la ville le même jour. Enfin, tu vois, des trucs complètement séparés. Et donc, ouais, ça a pris beaucoup de temps à apprendre. Et même encore maintenant, j'ai encore plein de trucs à apprendre.
Je trouve encore des buildings que j'avais pas vus. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Dans cette sous-sol, machin. Sous-sol, c'est des rues en Thaïlande. D'accord. Où il y a carrément, ça pousse tellement vite que j'ai même pas le temps d'aller voir les nouveaux projets, quoi. Donc, ouais, faut vraiment rester au bout de la page et d'être actif, quoi. D'accord. Bon, très intéressant. Et toi, du coup, en termes de rendement, comment est-ce que tu pourrais nous dire, pardon, comment est-ce que les investisseurs qui investissent à l'étranger se comparent-ils aux investisseurs français? Est-ce que les rendements sont plus élevés? Alors, il y a deux choses en Thaïlande. Il y a une grande question. Normalement, si vous êtes français, vous achetez un appartement en Thaïlande, vous êtes censé déclarer les impôts en France. D'accord. Ok. Maintenant, par usage et coutume, de ce que j'ai vu dans les 13 dernières années, il est quand même vrai qu'il y a beaucoup de propriétaires en Thaïlande qui ne déclarent pas les loyers. Ok. Donc forcément, ça fait une grosse différence sur ton rendement, tu peux le comprendre. Moi, en Thaïlande, j'estime qu'un appartement rapporte entre 4 et 6%. Ok. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Maintenant, attention, je sais que dans certains buildings, à l'époque, quand ça sortait, quand tu as des locataires japonais qui sont un peu les clients en or du coin, leur société paye, les contrats sont assez juteux et tout. Et c'est vrai que les condos à Tonglo, là, dans le quartier japonais, ils ont un peu tendance à pousser les prix. Il y avait des mecs qui arrivaient à presque 7-8%. D'accord. Tu as aussi des gars qui ont acheté des condos très vieux. À l'époque, ils les ont payés que dalle. Et donc, ils les ont juste un peu retapés. Et eux, forcément, en les loin au prix d'aujourd'hui, ils font des 10%. Mais c'est pas forcément non plus ce que tu as envie d'acheter parce que c'est super vieux. Et voilà. Mais en tout cas, je pense qu'à Bangkok, en étant honnête, 4%. D'accord. Avec du travail. Hein. Attention, que les gens ne croient pas que j'arrive, je mets l'appart, on m'appelle tous les jours comme à Paris. Bien sûr. Ah non, c'est la guerre. C'est la guerre, il faut être sur tous les portails. D'ailleurs, à chaque fois qu'on récupère des apparts à l'agence, on les balance à ces groupes de 300 agents parce qu'on a besoin de maximiser le nombre de touches tout de suite. Si je me débrouille tout seul et je garde vos clés dans mon bureau, je suis mort. Moi, le but, c'est qu'on remplisse à fond, que les gens soient contents, qu'il y ait un bon bouche à oreille. Et donc, je suis obligé de partager avec tout le monde, quoi. D'accord. Voilà. Donc, je te dirai à peu près ça. Sur Phuket, en Airbnb, à Koh Samui, là, les chiffres sont un peu plus forts, ouais. Je pense qu'on est entre 8 et 12%. Ouais. Ah ouais. Voire même, je pense, des gens qui font très très bien leur Airbnb, qui ont acheté dans les creux pendant le Covid, là, ils doivent être à 13-15 même, je pense. Ah, 15, c'est énorme. Parce que voilà, ils font du délit locatif, et là, depuis la fin du Covid, que les gens comprennent, on n'est pas du tout en France. Invasion des Russes, invasion des Israéliens, les mecs, ils payent pignon sur rue des 150 € la nuit pour des villas qui ont coûté peut-être 200 000 € pendant le Covid à construire. Ça, c'est hors saison, parce qu'après, quand c'est en saison, on passe dans les 300-400 € la nuit. Donc, voilà, vous faites vite le calcul. À l'époque, on avait des gros trous d'intersaison, enfin, c'était mal découpé. Là, maintenant, à Samui Koh Phangan, on a une saison en fait, qui dure quasiment toute l'année. On a du monde toute l'année dans les îles. À Phuket, pareil. Du coup, ce qui engendre un taux d'occupation énorme, en fait. Qui monte. Bien sûr, on a du vide. Hein. Tu regardes à Bangkok, mais attention, je vous ai bien parlé du centre-centre. Moi, je me focus que sur l'épicentre de la ville. Si vous allez acheter en périphérie à Bang Na, à La Prao, Ramkhameng, et vous me dites c'est le truc de fou, je vous dis bravo, mais pour le revendre, bonne chance. Il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs. Donc c'est sûr que faut savoir trouver le bon plan. Moi, je pense que la grande question et la grande différence pour revenir à ta question de tout à l'heure, c'est surtout vous demander où on va. Voilà. C'est une question que je ne peux pas répondre. Vous me dites aujourd'hui, ok, super JC, moi j'ai eu mon crédit, donc de toute façon j'aurais pu acheter qu'en France. Parfait. Vous avez fait un super choix. J'aide aussi des expatriés à acheter en France avec acheterpourlouer.com. Je poste du contenu régulièrement sur les réseaux sur l'achat en France. Vous n'avez pas de liquidité, la France, ça reste le meilleur pays au monde, point barre, t'es français pour acheter un appart. Problème, t'as les impôts, t'as les mecs qui ne payent pas, les charges montent, il y a plein de trucs qui sont compliqués à gérer. Taxes foncières, les taxes augmentent. Encadrement des loyers aussi. Et puis même les mecs qui squattent ton appart tout simplement. Puis voilà. Donc il faut aussi que tu choisis dans quel cadre tu veux un appartement. Est-ce que tu veux un studio à Aubervilliers en banlieue ou est-ce que tu veux un petit appart cool avec une piscine rooftop, avec un staff super sympa et des gens super cool en plein centre de Bangkok, au calme. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est juste ça la question. Et que tu te fasses une projection dans le futur à dire, mais alors, mon appartement en France dans 7 ans,
qu'est-ce qui va valoir? Où va le marché? Est-ce que l'Europe, on est sur le marché montant, on continue, on est là, on pense que Paris, c'est, tu vois? Ou est-ce que ça flotte et l'économie se pète un peu la gueule et donc personne ne me rachète mon appart et donc je l'ai dans le cul? Mais c'est pas grave, au pire, je vois très long terme, je le garde, je le loue. Ou tu te dis, bah ok, le marché va peut-être partir un peu plus sur les marchés montants et donc l'Asie du Sud-Est. À savoir qu'en Asie du Sud-Est, j'ai aussi beaucoup tourné. Moi, je suis anti-Cambodge, anti-Vietnam. Singapour, c'est hors de prix. Malaisie, maintenant, c'est trop tard aussi. Il y a eu des très bons coiffeurs en Malaisie, mais c'est trop tard. Taïwan, Corée, machin, tout ça, oublie, c'est trop cher. Japon, ça a été une dinguerie au début des gars Airbnb, mais ils ont vite fait ficeler les lois parce que c'était devenu n'importe quoi. Et donc, aujourd'hui, bah, finalement, Thaïlande, franchement, on est super bien placé, quoi. On a une bonne qualité de vie, on a eu une inflation qui n'a pas pété pendant le Covid, comparé à plein de pays. Les visas deviennent un peu plus cool. Et en fait, pour quelqu'un qui est entrepreneur, qui a un boulot, des clients en France ou qui a envie de s'installer ici pendant un moment, mettre les enfants à l'école, au lycée français et qui a un peu de retour depuis la France, bah, ça reste un endroit super cool, quoi. C'est safe. Ta meuf, la nuit, elle peut revenir à 1h du mat, elle va pas se faire agresser. Ta fille, tu peux la laisser marcher à 16 ans, tu peux la laisser marcher dans la rue à 8h, 9h, toute seule, il va rien lui arriver. Au contraire, elle va être protégée justement. Ouais, voilà, non, vraiment. Les gens, ils vont voir qu'une petite fille de 8 ans marcher toute seule, ils vont non, vraiment, ils vont l'accompagner, l'aider, etc. Je pèse mes mots. Bien sûr, à la télé, tu peux voir des trucs, on a des faits divers de. Alors attention, on a des faits divers de dingue en Thaïlande, ok, surtout dans les campagnes et tout, et des trucs horribles. Mais franchement, dans l'ensemble, la vie d'expatrié à Bangkok et tout, faut le savoir, c'est que la police ici, elle est ultra dure. Les voleurs, ils se font défoncer la gueule. Si les gens, ils touchent des gens, c'est un peu la loi de la rue. Hein. C'est pas ouais, je te prends, j'ai pas à te taper. Non, non, là, les gens se font défoncer la tête. Ils ne refont pas 2 fois, quoi. Donc l'un et l'autre font aussi que leur prison, c'est une horreur. Donc aucun intérêt d'y aller. Et donc, moi, je trouve ma vie en Thaïlande beaucoup plus safe qu'en Europe. Voilà, basta. Au niveau des soins médicaux, on est top. Au niveau des assurances, on est top. On mange super bien. Infrastructure de sport, je suis trop bien. Je veux dire, je peux aller faire une session de boxe pour 10-15 balles avec des professionnels. Je peux aller faire du badminton gratuit. Il y a des terrains gratos payés par la ville. Les terrains ne sont pas défoncés parce que dès que c'est gratuit en France, les mecs te ruinent tous les terrains. Alors que là, justement, c'est très bien entretenu. Non, franchement, voilà, je conseille à tout le monde au moins de passer une fois en vacances en Thaïlande et de voir la ville et de voir par vous-même. Parce que là, même au niveau des architectures, des designs et tout, les nouveaux buildings en Thaïlande, ils claquent. On a des trucs qui sont même mieux qu'à Manhattan, mieux qu'à Sydney. On a vraiment des intérieurs, là, le nouveau shopping mall à Hémisphère et tous ces trucs-là, c'est une folie. Et là, les nouvelles villes One Bangkok qui va ouvrir, des parcs mélangés au milieu de buildings super modernes, c'est magique. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, pour un investisseur, la question c'est de vous dire où vous voulez mettre votre argent pour les prochaines années, c'est tout, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Où vous pensez que le marché va aller. Moi, je sers la France, Dubaï, Bali et la Thaïlande, dans l'ordre des croissances, que c'est la Thaïlande vraiment mon marché. Et donc, chaque marché a sa spécificité. Par exemple, pour moi, Dubaï, c'est un marché montant de fou. Mais ce qui est dingue à Dubaï, c'est que par exemple, n'importe quel expatrié qui arrive là-bas avec un bon boulot, on lui donne une carte de crédit instantanément, ce qui n'est pas le cas en Thaïlande. Et au bout de 6 mois, s'il n'a pas fait n'importe quoi avec son dossier bancaire, et qu'en plus il a un apport, il peut acheter un appartement tout de suite à crédit. D'accord. Chose impossible en Thaïlande. Ici, on n'a pas de crédit. Ou des crédits, comme je t'ai dit, à 7-9% avec des cas très particuliers. France, on a le crédit. Bali, pas de crédit. Voilà, donc tu vois, tout est très différent. Après, maintenant, Bali, ça fait des sous. C'est un super marché, c'est magnifique. J'adore aller en vacances là-bas et tout. Très bon marché pour les touristes. Par contre, ça devient de plus en plus saturé. Il y a énormément de gens qui ont fait construire. Tu as dû le voir, il y a pas mal d'agences que je connais très bien aussi, avec qui je m'entends bien, mais qui ont construit plusieurs centaines de villas pendant le Covid et tout. Donc voilà, on a aussi une petite question dans le futur à se dire, est-ce que ça va être trop saturé ou pas? Parce que moi, c'est vrai que la dernière fois que je suis retourné à Bali, j'ai implosé, quoi. J'étais en scooter, j'arrive pas à avancer, j'arrive dans les temples, il y a 3000 personnes. Donc, il faut aussi que vous trouviez un truc qui fait du sens et qui ne soit pas saturé, quoi. Voilà. Ça marche. Du coup, je peux te demander, toi, par ton expérience, on sait justement tous les deux qu'une des grandes difficultés pour les investisseurs dans l'immobilier à l'étranger, c'est la gestion du bien.
Ouais. Comment quelqu'un qui investit à l'étranger peut gérer efficacement son bien aujourd'hui? Alors là, je vais te le dire, tu es obligé de faire confiance. Il n'y a pas quatre moyens. Alors, j'ai vu des gens qui font ça très bien à distance, tout seuls. Ils font les Ouais. bookings tout seuls, donc au moins, il n'y a pas d'arnaque sur ça, dans les trous de calendrier et tout ça. Ils ont une maid en remote, machin et tout. Maid, femme de ménage. Femme de ménage, ouais, et puis ils gèrent comme ça. Basta. Vidéo, check-in, check-out, photo, au revoir. Il y en a qui ont le temps, il y en a qui n'ont pas le temps, et c'est là où on intervient. La gestion, je vais te dire aussi, métier très compliqué. Faut que les gens comprennent. Des fois, on a des imprévus. Des fois, il y a des clients cool. Des fois, des clients moins cool. Mm. Mais après, bon, t'es payé, donc c'est à toi de gérer ça. Dans l'ensemble, moi, ça va. À Bangkok, là, aujourd'hui, je suis très content. J'ai une petite équipe. J'ai une femme de ménage en or. J'ai un réparateur en or. Très cool les deux. Je les appelle, ça va très vite. On arrive à gérer nos bookings Airbnb très facilement. Par contre, ouais, ça m'est arrivé une fois. J'avais fait confiance à une maid à Copenhague, par exemple, en Mhm. remote. Et elle m'a fait de la merde, elle nettoyait pas bien, et puis elle volait un peu de thunes. Enfin, tu sais, D'accord. t'as des mauvaises histoires, mais bon, au Ouais. bout d'un moment, bon, bah, ça te fait rebondir, et puis tu tèches vite, tu passes à une autre, et t'enchaînes, et puis c'est la vie, quoi. Tu vois, faut pas rester bloqué sur c'est de la merde. Par contre, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup à Samui, par exemple, des mecs qui ont eu des très mauvaises histoires. Mhm. Genre, ils pensaient que les gars volaient les tanks d'eau pour revendre la flotte, ou leur annoncer des réparations en permanence, enfin des trucs. Il faut quand même le savoir, une maison, ça demande beaucoup de réparations comparé à un appartement. À Bangkok, la chance qu'on a, c'est qu'en fait, en général, on a un juristic office. Donc, on paye D'accord, ouais. des management fees, des fees, enfin des coûts de gestion à l'année. Et en fait, il y a des techniciens dans le condo Ouais. qui gèrent les réparations. Alors, ils ne sont pas parfaits, ok, parce que les trois quarts des trucs, ils ne savent pas les faire. Mais quand même, il y a quelqu'un qui vient, qui dépanne, Ouais, de savoir que. et qui peuvent si aller t'as un vite petit fait à Home souci, Pro, ouais. acheter la pièce qui manque et te la remettre et tout. Donc, Mhm. t'es pas non plus lâché dans la nature. Tu Ouais. vois, tu paies un management fee, ça va pas nulle part. Par contre, c'est vrai que souvent pas très efficace. Et donc, deuxième appel, on nous appelle nous, c'est à nous de gérer ça. D'accord. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, il y aura forcément, il faut que tu trouves la bonne personne et que tu fasses confiance. C'est obligatoire, quelle que soit la ville, Bali, machin, etc. Donc en général, bah, tu fais quoi? Tu vas aller voir les agences Conciergerie. voilà, qui ont les ouais. bonnes notes, qui gèrent déjà un plein de biens. De toute façon, la compta, voilà, un Airbnb, c'est fait tous les mois. À la fin du mois, si l'argent ne tombe pas sur ta caisse, bah, inquiète-toi, quoi. Hein. Commence pas à laisser traîner des ardoises qui durent 3-4 mois Bien sûr. avec ton agent. Et surtout aussi de prendre des gens qui sont installés. Pas des gens qui viennent juste d'arriver depuis 6 mois, qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Enfin voilà. Donc c'est un peu le conseil que je donne aux gens, ouais. Mais forcément, c'est une partie non négligeable. Le meilleur conseil que je peux donner aux gens, faites du visuel le plus possible. Tous les 2-3 check-in, pas forcément à tous les check-in, mais redemandez un état total photo de votre maison, faites des vidéos. Vous êtes déjà venu en Thaïlande, vous regardez un peu les prix des trucs au supermarché, voilà, qu'on ne vous facture pas le pot de Ouais. peinture à 50 balles alors qu'il en coûte 10, quoi. Ouais. Mais c'est une blague, hein, je dis, c'est pas forcément ça. Non, mais je ça veux peut dire, arriver malheureusement. Hein. ouais, ça peut arriver, voilà. Comme tu dis, c'est une question de confiance et Exactement. aujourd'hui. Et forcément, c'est pas le même délire quand tu loues au mois que quand tu loues à la journée, parce que quand tu loues à la journée, tu as beaucoup plus de risques. Faut quand même dire ce qui est. La Thaïlande, on a tout le côté exotique, culturel, bouddhiste, etc. Mais on a aussi un peu le côté sulfurique que forcément les gens ont dû voir en France, avec les gars qui viennent faire la fête et qui forcément vont pas forcément respecter ton bien. Alors forcément, les propriétaires vont nous dire ouais mais alors attention, on prend pas ces mecs-là, on prend les bons clients, etc. Vous savez, moi en Thaïlande, j'ai vu de tout. J'ai vu des gens qui arrivent en costard-cravate, danois, gros boulot de Dubaï, montre de fou et tout. Et puis 2 mois après, le mec, il a plus d'argent, il vient de divorcer, il a balancé tout son pognon dans les mauvais investissements, il peut pas payer le loyer. Donc faut arrêter aussi de juger les gens à la tête. Moi, c'est un truc qui m'a jamais, qui a jamais marché avec moi. Moi, en fait, quand je vois que les gens sont polis, qu'ils ont une situation et qu'ils sont aimables et tout, bah, je leur donne ma confiance, quoi. Enfin, on essaye, quoi. Bien sûr. Et dans l'ensemble, j'ai des bonnes surprises. Après, il ne faut pas non plus donner trop de confiance aux gens, il faut toujours faire les choses carrées et tout. Bien sûr. Mais je veux dire, il faut arrêter de croire que parce que le mec, il est d'Irak ou bidule, faut arrêter avec tous ces trucs-là. Moi, mes meilleurs payeurs et mes meilleurs clients, ça n'a pas forcément été ceux qui, sur le papier, étaient les mieux, quoi. Enfin, voilà. C'était juste pour revenir sur ça. Donc, ouais, je pense que voilà, j'ai répondu à la question. Ouais, donc pour toi, part de confiance et savoir bien s'entourer. Ouais, du coup. c'est ça. Et pas être dupe, faire ses contrôles.
un minimum investi dans Ouais, voilà, il l'activité faut que tu arrêter de fais. croire que c'est du 100-0. Ouais, Les gars, votre investissement, même s'il y a une agence, arrêtez de croire que vous jetez les clés et que c'est parti, ça tombe tous les mois et que vous avez rien à faire. Il y a forcément des décisions à prendre. Intéressez-vous à comment ça loue, intéressez-vous au marché. Enfin, restez pas dans votre coin. Il y a forcément, faut qu'il y ait une petite conversation. Alors après, moi, en ce moment, forcément, avec Airbnb, j'ai plein de propriétaires, je leur parle qu'une fois par mois quand j'envoie les sous. bien Mais sûr. c'est quand même important de leur dire qu'est-ce qui se passe sur l'appart et de les renseigner, quoi. Bien sûr. D'accord. Très bien. Et du coup, pour toi, l'investisseur qui veut investir à l'étranger, euh, pour lui, quel serait, pardon, le plus grand défi, on va dire, sur son investissement qu'il pourrait rencontrer Barrière de la langue, ouais. déjà, un. Deux, connaissance du marché. À Dubaï, tu écoutes les agents à Dubaï, tous les apparts vont faire de la plus-value, le Mhm. marché c'est une dinguerie, t'es un imbécile si t'achètes pas tout de suite, mets-moi un booking right now, enfin tu vois, c'est des discours enfin j'appelle ça des discours de Mongoliens, hein, désolé pour dire le terme, mais en gros, c'est des gens qui savent pas faire leur boulot, qui n'ont pas Ouais. d'arguments, qui n'ont pas de data, qui n'ont pas de metrics. À Dubaï, en plus, c'est pas comme la Thaïlande, tout est public. Tu peux aller sur des référencements, sur des applications, tu vois tous les appartements, en quel prix ils ont été vendus. Donc, des fois, tu vois des trucs dingues. Hein. Tu vois des gens à Bangkok, ils ont vendu un appartement à peut-être 100 000 euros de plus que son vrai prix. Parce qu'il y a Mhm. des gens, ils n'ont pas le temps, ils arrivent, ils balancent la somme, ils se cassent. Mais ils savent même pas. Ils ont même. Enfin, tu es là, tu te dis, vas-y, tu aurais fait 10 visites, tu aurais vu 2-3 agences, tu aurais eu le temps de. Tu vois, d'un peu te renseigner sur le marché. Tu n'es pas obligé de croire aveuglement le premier mec que tu croises sur le prix de ce que ça coûte. Et donc, pour revenir à ta question, rappelle-moi déjà, c'était. euh, Quel défi Ah ouais, un donc les défis, investisseur pourrait rencontrer la dans langue, son investissement à l'étranger? la connaissance du marché, qui pour Ouais. moi fait tout. Et souvent, les gens, ils ne savent même pas un appartement, mais à Dubaï, sur une tour, ou même ici, tu donnes côté route, c'est bruyant, la vue est le top, mais en fait, tu vas sur ton balcon, tu entends le bruit de l'autoroute, Mhm. tu arrêté de l'autre côté, ton appart, il vaut 1,5 fois le prix, quoi. Et les mecs vont tous le de l'autre côté et pas de l'autre. Parce qu'il y a la Parce vue. que, parce que les autres, ils s'en foutent, ils sont en train de leur pousser les Mhm. apparts et ils vont rien leur dire, quoi, tu vois. Donc déjà, il y a ça. Donc même moi, quand je vois une tour qui sort à Dubaï, en général, il y a peut-être 5 à 10% des apparts qui m'intéressent, voire même des fois, sur des studios, il n'y a aucun layout qui est cool, dégage, on passe au suivant, quoi. Mhm. C'est un peu ça le truc. Les papiers légaux, avoir les bonnes personnes, cabinet d'avocats, etc. Forcément, dans l'histoire de l'immobilier de tous les expats, il y a Ouais. forcément des mecs qui sont fait entuber, qui ont mis des déposits au mauvais endroit, des escrocs, des mecs qui n'ont pas de société. Moi, je voyais des gars, bah, déjà, vérifie le cabis de l'agence avec qui tu bosses, ou au moins tu vois, le truc, vérifie au moins que tu es avec les bonnes personnes, quoi, Mhm. tu vois. Je sais qu'à Koh Samui, il y a des mecs, ils ont ils ont des casiers judiciaires grands comme ça, bah, j'ai envie de te dire, vérifie quoi. Mhm. Tu vois, fais pas le mongol quoi. Tu vois, regarde avec qui tu taffes, parce qu'en plus, les mecs t'amènent, ils vont te faire tourner l'île, ils vont te ramener que chez leurs potes. Donc les potes te disent tous que voilà, lui c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Mais bon, à la fin, C'est juste leur pote, quoi. voilà. Ouais. Donc tu vois, pareil, quand tu fais de la construction, faut suivre un minimum. Si t'es pas là, bah, faut prendre un mec qui soit un chef de chantier, un mec que tu payes. Mhm. Nous, par exemple, à Copenhagen, sur nos constructions, on a un mec qui est payé 3 000 euros par mois. Et il fait pas partie du développeur. Et lui, il recalcule tous les coûts, les plâtres, les machins. Parce que le développeur, sinon, bah normal, il te la met un petit peu, quoi, tu vois. Bien Alors, sûr. pas forcément à fond, mais un petit peu. Donc, tu es obligé d'avoir un Là, mec. il va essayer de gratter quelques dizaines Bien d'euros sur, sûr, bien sûr. sur la plaque, Bien sur le sûr. carrelage. Et donc, Ouais. il faut que tu aies un mec qui soit là, Ouais. qui refasse les calculs de tout, et qui soit là aussi sur les chantiers, s'assurer que les mecs font pas de la merde. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi, mais forcément en Thaïlande, bah, ça peut arriver sur certains développeurs un peu véreux, Mhm. qu'ils aient des employés qui n'ont aucune expérience. On les ramène au village, on les prend dans un bus, on les refoule, on leur dit vas-y, tu plates le truc, tu fais ça. Au début, les mecs ils font bien, et puis à la fin, le mec se casse, ils finissent le mur il part en diagonale. Enfin, je fais une blague, hein, j'exagère un peu, mais ouais, tu peux avoir des mauvaises surprises, clairement. Ou des matériaux que tu as signés, mais ils utilisent des trucs moins chers. Mhm. Mais ça, c'est dans tous les pays du monde. Et c'est pour ça, à part en France, bien sûr, où il y a quand même un peu plus de droit légal, et encore, il y en a qui ont dû se faire arnaquer en France, ça c'est clair. Donc, faut pas être naïf. Et de temps en temps, tu fais la maison de tes rêves pour ta retraite.
c'est bon, tu balances 25 000 euros en plus, tu prends chef de chantier, arrête de nous casser les couilles, quoi. Enfin, je dis ça méchamment, mais Oui, non, mais je vois ce que tu tu vois, veux dire par là. arrête de nous péter la À un tête, moment, quoi. Genre, il faut être sérieux, quoi. ouais, à un moment, les gars, vous avez ce que vous méritez, quoi. Enfin, vous faites tout à l'aveugle. Surtout, je vais te dire quand même ce qui est vrai, mais qu'il y a beaucoup de gens qui ont. En Thaïlande, il y a un côté émotionnel ici. Les gens qui viennent, ils ont un coup de cœur. Et en fait, c'est le coup de cœur qui fait acheter. Et donc, dans l'achat, ça va aussi avec un coup de cœur et ça va très vite. Bien sûr. Et donc, il y a des erreurs, ouais. Très souvent. C'est clair. Il y a aussi le choix des développeurs, de prendre des développeurs nuls ou pas assez connus dans un pays. Et donc, la qualité des matériaux ne sera pas au rendez-vous. C'est pareil à Dubaï. À Dubaï, on bosse qu'avec les 10 premiers développeurs. Là, je vois énormément de projets. N'importe qui s'invente développeur parce qu'il y a trop de fric à prendre. Et là, vous vous retrouvez avec des trucs, bah, c'est bonne chance. Hein. Vous faites pile ou face. Hein. Franchement, ça va. Ouais, les mecs sont pas legit, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que voilà, n'importe quel mec a un peu de lever de l'argent. Il va se dire, je fais un condo. Mais non. C'est un métier. Et il n'y a qu'avec l'expérience que ça se passe bien, quoi. Et même à Dubaï, il y a des condos dans le passé où il n'y avait pas eu les liquidités, ça ne s'est pas passé. Maintenant, les règles sont beaucoup plus strictes, donc il y a beaucoup moins de chances que ça arrive. Mais franchement, allez voir que les gros développeurs. Nous, c'est ce qu'on conseille depuis le début, on ne va pas voir les petits, quoi. Donc voilà. Ceux qui ont de la value, entre guillemets. Pareil, et pareil à Phangan dans les petites îles ou à Samui. Moi, là, j'ai sourcé un développeur, mon constructeur, ça m'a pris 3 ans. Parce que j'ai eu tellement de mauvaises histoires, j'ai vraiment voulu prendre la bonne personne, quoi. Et donc là, maintenant, j'ai une bonne équipe et j'ai plus confiance. J'ai aussi des maisons finies, carrées, où on peut montrer que ce sera bien fini, etc. Et c'est vachement important. Ouais. D'accord. Donc pour toi, les défis majeurs, ce serait du coup la langue, La barre de langue, les papiers légaux, connaissance du marché et l'accompagnement. L'accompagnement, c'est soit l'agent qui t'amène dans les papiers, qui connaît les bons avocats et qui t'amène dans les papiers, ou dans la construction, le mec qui te met un chef de chantier, qui fait le suivi, qui va faire tout l'accompagnement de A à Z. Et attention, il n'y a pas que la construction. Une fois que tu es livré, c'est le premier pas. Maintenant, il y a la location pendant 7 à 9 ans. Et je le dis aussi aux gens, mais c'est ce que je dis à tous mes clients, mais en fait, si vous arrivez, vous êtes un peu capricieux et tout, vous tapez des coups de rage, bah... Le problème, c'est qu'il faut des gens qui vous accompagnent pendant 7 à 9 ans. Donc, on part sur une relation de long terme. De confiance. Mais grave. Ça veut dire que moi, si le mec, au début, il est cool et tout, puis qu'au bout d'un mois, il pète des coups de rage, bah salut mec. Hein, je veux dire, tu vois, moi, j'ai fait mon boulot, je m'occupe bien de toi. Si je dois t'accompagner pendant 7 à 9 ans et que tu vas me pourrir la vie, aucun intérêt, quoi. Donc, il faut aussi que vous réfléchissiez à ça. Il faut savoir bien vous accompagner. Et il faut aussi... savoir travailler avec des gens, tout simplement. Tu vois, il y a des gens, ils n'ont pas besoin de travailler avec des gens, ils sont auto-entrepreneurs. Peut-être qu'ils ont fait leur argent en tenant un bar avec 2 employés, mais par contre, ils ne savent pas gérer un agent à l'autre bout du monde et être compréhensif sur des sujets et savoir discuter et prendre un peu de temps. Et donc ça, c'est vachement important. Ouais. D'accord. Et du coup, pour rebondir à ce que tu as dit précédemment, pour toi, du coup, quel conseil donnerais-tu justement à une personne qui regarde cette vidéo et qui serait potentiellement intéressée pour l'investissement à l'étranger, que ce soit en Thaïlande ou autre part? Bah, déjà, vous formez. Ouais. Il y a des formations sur Internet, des groupes, donc comme toi tu fais. Forcément, on est dans le monde de l'Internet maintenant. Hein. Sur YouTube, il y a aussi du contenu. Il y a des bouquins. Il y a pas mal de sites aussi, on peut trouver des informations sur les prix du marché. Vous faire accompagner par le bon agent, donc avoir un bon feeling avec une personne, la rencontrer, passer de votre temps avec. Moi, je vous le dis, mais clairement, tu viens me voir, tu me dis je vais investir avec toi, j'ai 20 minutes pour te parler, on fait la visite, je me casse. Ouais, top quoi, super, je vais faire une commission, bravo, mais ça ne m'intéresse pas moi. En fait, ce que je cherche, c'est rencontrer des gens avec qui on monte des relations, qui est du suivi, j'ai plein de mes acheteurs, c'est mes potes, quoi, tu vois, tout simplement, je veux le dire. Hein, après, on peut faire du business ensemble, mais bien sûr. Un minimum de feeling, quoi, tu vois. Et après, comme j'ai dit, vous renseignez, vous documentez, tu vois, c'est le plus important, c'est ça. Et pas faire les mauvaises erreurs. Maintenant, on a l'IA aussi, on peut nous poser des questions légales sur les lois. Il y a du contenu sur Internet beaucoup plus qu'avant. Donc, venez pas les mains dans les poches, quoi. Faites un peu vos recherches, formez-vous.
Et puis après, comment quand vous rencontrez la personne, vous avez déjà une meilleure idée de ce qu'il faut demander, ce qu'il ne faut Se pas faire demander. accompagner aussi. Ah, c'est ça, se faire accompagner. Ouais. Exactement. Et encore une fois, je le dis, je le redis, pour acheter un appart, il faut, c'est la location, quoi. Mm. Et le layout, c'est-à-dire le layout, c'est comment est l'appart, luminosité, est-ce que la personne, est-ce qu'il est bien meublé, Mm. est-ce que c'est quelque chose qui loue? Et ça, il n'y a que les gens qui louent sur le terrain qui vont vous répondre. Parce que souvent, les mecs qui bossent pour les développeurs, ils sont dans leurs offices, ils vous ont le jour de la vente. Mm. Achète, mais c'est pas eux qui vont les louer, vos apparts, Non, bien c'est sûr. nous. Et nous, on sait ce qu'on veut louer, ce qu'on veut pas louer. Ouais. Donc en fait, ouais, il faut quand même que vous parliez un peu de ça avec la personne. Et après, truc vachement important aussi, c'est qu'il faut arrêter les discours aujourd'hui dans le monde. Franchement, il n'y a quasiment aucun marché immobilier qui est golden. Enfin, golden, je veux dire, le truc où tu sais que tu mets, tu es à 10% et tu es le dieu. Non, s'il faut ton truc dans 2 ans, il explose. Et maintenant, la question, c'est toi, le jour où ça explose, comment tu vas gérer ça émotionnellement? Parce que là, on part sur du long terme, les gars. Mm. Les coups des culbutes à Dubaï ou à Phuket, où je vous ai raconté, oui, il y a des cas, il y a des gens qui arrivent à faire ça, mais ça, c'est 1% des investisseurs. Enfin, je dis peut-être un chiffre qui n'est pas beaucoup, mais c'est un peu de la chance, quoi. Mm. Et enfin, qu'on provoque aussi, mais je veux dire, c'est pas comme ça tout le temps. Donc là, par exemple, même là, cet été, il n'y a même pas 2 semaines, j'ai rencontré un gars, il m'a dit qu'il a investi au Brésil, sur un espace côtier qui est en train d'exploser au Brésil. Je ne me rappelle plus la ville, mais lui, en tout cas, voilà, il a acheté des terrains au tout début. Et là, il a pignon sur rue. Ces terrains, ils ont fait x2, x3. Il construit des villas, ça loue de folie. Les Brésiliens payent. Les Brésiliens, en plus, ont du fric. Là, pareil, j'ai des potes, ils ont acheté au Portugal. Ils ont réussi à avoir des crédits depuis l'étranger assez faibles. Donc, cool. Tu vois, ils ont acheté au bon moment après le Covid. Airbnb, en plus, a aidé à récupérer les bons taux, à payer les taux de crédit. Et donc, ouais, forcément, c'est sûr que si tu as un crédit qui tourne tout seul, tant mieux. Si tu l'as pas, bah, assure-toi au moins d'avoir un truc qui tourne et qui te fait tourner ton argent. Mm. Maintenant, moi, je vous le dis, j'investis dans beaucoup de choses. Je suis dans les cryptos, je suis dans les ETF. J'investis aussi sur ma boîte, mes sociétés. Je suis pas que dans l'IMO, je fais aussi de l'IA et de l'informatique. Ouais. Et aussi l'IMO. Et donc, il faut que vous soyez diversifié, quoi. Forcément, le premier investissement un peu Lego, là je te parle de Lego, les gens vont se dire ouais mais moi il me faut un appart tout de suite, je veux être propriétaire bien avant de sûr. mourir, c'est mon accomplissement, ça fait quand même 10 ans que je bosse, il me faut un appart. Ouais mais tu sais aussi, louer c'est pas mal. Hein. Louer, à Bangkok, on est dans un marché locatif, des fois tu pars un méchant appart et tu payes peut-être 3 à 4% du loyer, bah, c'est de la liberté. Demain tu veux te barrer, tu te casses, C'est vrai. t'as pas de crédit qui te tourne sur toi. Donc il faut aussi voir votre profil, votre aversion au risque. Il faut aussi voir ce que vous voulez faire pendant les prochaines années. Par contre, ce qui est sûr, c'est que garder du cash dans votre compte en banque, c'est débile. Voilà. Vous perdez de la thune tout le temps. Il faut savoir valoriser votre argent. Il faut commencer à vous y mettre. À Dubaï, j'ai aussi testé des plateformes comme Stake qui font, tu sais, du crowdfunding de propriété. Ouais, comme il y en a en France. Ouais, alors je plus connais le pas la nom, plateforme française, je connais pas du j'ai tout les plus le trucs. nom. Mais en tout cas, à Dubaï, j'ai essayé, c'est Ouais. nul. Voilà, je te le dis direct. En général, tu balances 100 balles. Je vous donne un exemple. Sur 100 balles, ils t'en prennent 10. Donc 10% de flat fee D'accord. upfront. Et après, ils te garantissent 3%, entre 3 et 6% annuel et une plus-value à la revente. Franchement, ça marche pas, quoi. Je vous dis vraiment, oubliez ces trucs-là. Éventuellement, vous mettre à plusieurs pour acheter un bien, oui. Dans les pays où on vous laisse légalement mettre plusieurs noms sur le titre de propriété. Problème est, c'est qu'au cours du temps, peut-être que toi, mettons, imagine Chanel, on se met à 2 sur un appart, dans un cas fictif, et puis tout va bien tous les deux, puis peut-être toi un jour tu vas avoir un bébé, donc tu me dis, bah écoute, moi maintenant j'ai besoin de liquidité pour acheter un truc en France. Donc l'appart en Thaïlande, je veux le vendre, et moi je veux pas le vendre. Et voilà. Problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Donc, sûr. il faut aussi mettre les choses carrées sur papier avec les gens si vous vous mettez en pool. Mais nous, on propose ça, on commence à monter des pools de villas et tout. Et l'objectif, c'est qu'il y ait de la transparence, que les gens savent que c'est minimum tant d'années et qu'ils ne peuvent pas sortir avant un certain moment. Après, je vous le dis honnêtement, ça fait 13 ans que je fais de l'immobilier et j'en vois mais des centaines de clients. Ouais, mais JC, tu sais, ce projet, c'est 8% garantie. Là, j'ai encore une cliente, elle m'a appelé à Bali.
On lui proposait 80 000 $, 8% direct, un condo, 23 mètres carrés ou 25 mètres carrés. Je l'ai regardé, je lui dis, moi, je vais te dire honnêtement, en investisseur, dès que vous voyez un taux garanti, c'est-à-dire que le développeur vous donne un taux garanti et même un rachat et machin, partez en courant. Voilà, même vraiment, dans l'immobilier, partez en courant, parce que même des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre vos apparts, ils vont les faire tourner en Airbnb pendant 2-3 ans, ils vont vous balancer de la thune, vous allez être là, waouh, trop bien, et du jour au lendemain, blah, ils arrêtent tout. Et là, vous vous rendez compte, ah mais merde, mais moi j'avais acheté ça en investissement, mon condo en fait il est loin du centre-ville, ça intéresse personne, et en fait mon truc ça devient un truc vide, quoi. Donc tout ce qui est taux de garantie direct sur le papier signé, vous partez en courant. La garantie, votre taux de location, c'est à vous de le faire, c'est à vous de le travailler, c'est à vous de prendre une agence, c'est à vous de vous casser les couilles. Voilà, je vous le dis vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner en immobilier parce que moi, je vois que des mecs, ah mais j'ai rien à faire, je dépose mon argent, ça va se passer. Non, ça se passera jamais. Ces gens-là, ils vont abuser de vous, ils vont vous prendre vos thunes, les apparts, ils vont pas bien les ruiner, ils s'en foutent parce qu'ils récupèrent vite le cash, ils partent sur un autre projet. Et des Ponzi comme ça, on en a eu en Thaïlande, en tout cas. On en a eu en plein de pays, ça c'est sûr, mais en Thaïlande, on a eu un gros truc. New Nordic, je crois, vous pourrez regarder sur Google, je crois qu'il y a 400 millions de bahts de condos qui ont été volés. 400 millions de bahts? Ouais. En gros, c'était une marque, pareil, ils proposaient du 10% de taux garanti. Dès que tu payais, premier jour, même la pierre et pas là, tu étais payé. Et eux, en fait, ils ont commencé à accumuler plein d'apparts. Ils faisaient tourner Airbnb, donc ça allait assez bien parce qu'ils avaient des bons taux. Le problème, c'est que dès qu'il y a eu le Covid, la pyramide s'est pété la gueule. Et là, on s'est retrouvé avec un désastre. Il y a des gens, ils ont mis toute leur retraite, ils ont tout perdu. Parce que aussi, voilà, pourquoi? Parce qu'ils sont allés vers le taux garanti. Voilà. Ah ouais, mais on m'a dit 10%, mais t'es un fou, c'est le meilleur investissement du monde. Bah non, désolé les mecs. Vous avez perdu votre retraite et il y a des mecs, des fois ils ont acheté 2 apparts, ils en ont eu un, ils n'en ont même pas eu le deuxième. Enfin, tu vois les histoires, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, ça aussi c'est b.a.-ba de l'investissement immobilier. Ne vous faites pas berner par ces taux à la con. C'est la pire escroquerie que vous pourrez voir de votre vie dans le marché immobilier. Voilà. Même de partout, de partout. Et j'ai même envie de te dire, et même pareil, ceux qui te promettent, et quand vous allez à Dubaï et que vous voyez tous les mecs qui sont là avec le seul argument de vente, c'est mais non, mais gain sur capital, et qui vous parlent même pas des chiffres du building à vous dire combien vous allez faire en taux de location. Mais attendez les gars, on peut pas continuer à construire sur des déserts entiers des centaines et des centaines de condos et me dire que 43 mètres carrés, les gens vont le louer à 1 800 € par mois. À un moment, il faut arrêter les mecs. Donc voilà, c'est juste ça que je conseille aux gens. De rencontrer les bonnes personnes et justement qui vont avoir des discours un peu plus posés parce que des fois les gens quand ils ont une idée en tête aussi c'est difficile de leur sortir, quoi. Et eux ils vont dire mais non mais c'est toi qui es bête, là j'ai 10%, mon pote a déjà eu 10% donc je vais là-bas, quoi. Et voilà, donc c'est là où vous pouvez vous faire arnaquer. Ouais, donc pour toi un bon conseil que tu pourrais donner c'est être sérieux dans ce qu'on veut faire et éventuellement se faire accompagner, mais par de bonnes personnes du coup. C'est ça, exactement. Celles qui ont de l'expérience. Si qui ont les bons points de contact. Après, il faut dire ce qu'il y a. Il faut juste avoir un réseau d'agents, travailler avec les bonnes personnes, voir les retours, aller sur Google Maps. Enfin, tu vois, moi, j'ai rien à cacher. J'ai eu plusieurs milliers de clients, j'ai beaucoup de reviews sur Google Maps. C'est pas moi qui les ai tapés, j'ai pas payé des Chinois pour le faire. Enfin voilà, je veux dire, bien sûr qu'il y a des fois on a des différends, on est humain, on peut pas s'entendre avec tout le monde, mais à nous de faire au mieux et de résoudre un maximum de problèmes pour faire en sorte que votre investissement soit positif. Et je pense que c'est ça la doctrine depuis le début. Moi j'ai toujours dit à mes investisseurs, l'objectif, on va se parler pendant 9 ans, 7 ans à 9 ans. L'objectif, c'est que quand tu pars avec le sourire et qu'on se dise, ok, ben, on a gagné des thunes, quoi. Et c'est tout. D'accord. Voilà. Bah écoute, Jean-Charles, pardon, c'est l'habitude. Franchement, parcours exceptionnel. Parce que du coup, en fait, l'immobilier, de ce qu'on a compris, t'étais vraiment pas dedans, quoi. Ah non. C'était venu, bam, direct. C'est venu, comme j'ai dit, par ce mec que j'ai rencontré par hasard à New York. Cette meuf qui me donne ce bouquin. Et voilà. Et je me rends compte en fait que voilà, j'avais fait des groupes Facebook, que vous le sachiez, mais si vous allez à Singapour ou à Hong Kong, j'ai 2 groupes, Find Your Room in Hong Kong et Find Your Room in SG. Ouais. Et en gros, c'est gratos. J'ai jamais pris un bal sur ces groupes.
il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'échangent des appartes et qui se trouvent des colocs. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était galère dans ces villes-là de trouver des colocs. Et en fait, je suis arrivé en Thaïlande et je me suis rendu compte que tout le monde s'en foutait des colocs. Et donc, je suis devenu agent immobilier et j'ai jamais arrêté. Ouais, donc tu as fait ça en fait sur le tas, Voilà. sans réelle connaissance en fait. Et C'est tu ça, t'es fait tout seul, j'ai quoi. appris sur le tas. Je me suis forcément fait aider par Fabrice chez Five Star au début. J'ai lu des bouquins. J'ai commencé à me documenter, parler à des agents et puis tout simplement commencer à être curieux, quoi. Tu vois? Et c'est vraiment avec le volume que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. À plus de 1300. Ouais, et que je sais très bien Ouais. qu'aujourd'hui, demain, tu viens à Bangkok, je reste une des meilleures personnes pour te trouver un appartement. Tout simplement parce que j'ai un réseau de fous et c'est pas moi, ça va pas forcément être mon propriétaire, mais je sais que j'ai énormément de chance avec tout le réseau que j'ai déjà de te faire une bonne visite. Donc ça vaut le coup de me donner ma chance de faire la visite. Et si c'est pas moi, ce sera pas moi. Mais si c'est moi, il y a des chances que voilà, tout se passe bien, qu'on gère bien ton contrat, que je sois là jusqu'à la fin de l'état des lieux, que je m'assure que tu aies récupéré ta caution. Et ce qui est des choses qu'il y a beaucoup de gens qui ne font plus. Tu as beaucoup d'agents, ils signent, ils dégagent, ils partent en courant. Dès qu'il y a des problèmes dans l'appart, alors Ouais. t'es pas payé pour faire ça. Donc il y a plein de gens Il qui n'y a pas de partent. suivi derrière. C'est quoi. ça, pas de suivi. Ouais. Et c'est aussi un métier où il y a beaucoup de turnover. Tu as des gens, ils veulent juste récupérer du cash pendant 3 mois et puis après, ils vont faire de la plomberie ou autre chose. Enfin, je rigole pas, mais qui partent commercial dans d'autres domaines, ou, etc. Donc, c'est très compliqué. Voilà. C'est un métier, en tout cas, que, avec le temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire. Faut que vous sachiez qu'à Bangkok, on a quand même 2-3 mois de saison des pluies, il pleut un truc de fou dehors. On a des mois, il fait plus de 40 degrés maintenant. Donc physiquement, déjà, il faut tenir. Pour faire les visites et tout, courir la ville, c'est très très physique. Et en plus de ça, il faut être très bon en marketing, en digital. Il faut savoir investir au bon moment, aux bons endroits. Il faut avoir les bons contacts. Il faut savoir faire confiance. Parce qu'il y a aussi des arnaques. Forcément, il y a des agents aussi, des fois, qui se sont fait des coups un peu louches. Mais avec le temps, dans certains groupes, il y en a qu'on a jarté. Donc on a essayé de garder le groupe le plus solide possible. Et après, forcément, il y a les égos de chacun. Il y a des agents avec qui ça se passe très bien, d'autres qui ont des égos, d'autres avec des moments ça se passe bien, mais quand il n'y a plus d'argent, ça se passe beaucoup moins bien. Naturellement. Donc forcément, il y en a, on voit leur vrai visage à certains moments. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est ça reste quand même quelque chose de passionnant. Et donc moi, là, pour moi, la suite, c'est après ces 1300 condos, forcément, j'ai mon rêve. Là, je veux monter mon premier projet immobilier. D'accord. Passer constructeur, enfin développeur et promotion immobilière. Et je vais commencer à Koh Phangan. C'est une île que je tiens dans mon cœur depuis des années et qui là est en train d'exploser au niveau des rendements. Donc vous aurez l'occasion de voir du contenu sur moi qui va vous présenter un peu cette île sur les réseaux. Et je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Ça m'a permis aussi de cracher mon histoire. Plaisir partagé. Parce que ça fait un moment que je l'ai dans la tête, que je voulais la poser quelque part, mais je ne l'ai pas trop mis en scène. Et donc c'est cool d'avoir eu cet entretien avec toi. Merci. Plaisir, franchement, ton parcours il est plus qu'inspirant pour les gens qui nous regardent parce que comme on a pu le comprendre, tu es parti d'un monde complètement posé finance informatique auquel tu es aujourd'hui. Et je me suis retrouvé agent immobilier dans la rue à faire des visites à des mecs alors que j'étais à la Défense à Lasguip. C'est ça, et en plus de ça, comme tu me dis, tu es bon. Tu as réussi à te créer une réputation voilà, parce que j'ai beaucoup 13 ans bossé ici, exactement. Et ça, c'est clair que tout le travail paie petit à petit. Et s'il y a des gens aussi qui ne sont pas agents immobiliers, mais qui se disent « Putain, mais est-ce qu'il faut que je fasse le pas et tout ?» Ça vaut le coup d'essayer. Franchement, je peux vous le dire. Aujourd'hui, l'arbitrage Airbnb, il y a encore énormément de choses à faire. Il faut arrêter de croire que ça y est, c'est saturé. Airbnb, c'est mort. Il suffit juste d'avoir un pote qui a un appart, même il part en vacances 2 mois par été, il n'y a personne pour vous en occuper, il a confiance en personne. Vous êtes son pote, vous lui dites écoute, donne-le-moi pendant 2 mois, je te fais la gestion locative. Peut-être que vous commencez par 1, par 2, par 3, et puis peut-être un jour, qui sait, vous aurez un empire. Là, j'ai rencontré des mecs ici à Bangkok, ils avaient des boîtes avec genre 100 villas à Los Angeles. Pendant le Covid. Tout a fermé, les boîtes de nuit et tout. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient pour faire les soirées, les fêtes, les anniversaires? Ils bookaient des villas avec des piscines. Le mec, il s'est rincé, mais comme jamais. Là, la boîte, elle a explosé. Il a vendu la boîte, il est multimillionnaire. Il est venu s'installer à Bangkok tranquille, alors qu'il a même pas 50 piges. À peine 50 piges, quoi. Il est à 49, un truc comme ça. Et des histoires de ouf, il y en a, quoi. Et pareil, à Dubaï, il y a des gens, ils sont partis de rien. Et aujourd'hui, ils ont vendu des penthouses, des villas de malades. On le voit, même dans les nouveaux influenceurs, il y en a qui se sont achetés là des appartements, qui commencent à se monter un bon patrimoine.
Donc, le seul truc que je peux vous dire, c'est voilà, devenez curieux. Formez-vous avec tout ce que vous trouvez, formation gratuite, formation payante, prenez quelqu'un pour vous accompagner, renseignez-vous sur les marchés. À chaque fois que vous visitez des nouveaux pays où vous êtes touriste, peut-être essayez un peu de regarder qu'est-ce qu'il y a comme offre, parlez aux agents immobiliers, carrément. faites des visites, regardez un peu qu'est-ce qu'on vous dit, est-ce que ça marche. Parlez aux expats qui habitent aussi dans le pays, qui sauront vous recommander peut-être les bonnes personnes, parce qu'ils ont eu des bonnes expériences. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Et merci Valentin. Et bonne chance pour ton projet. Avec plaisir. Exemple de parcours, Jean-Charles, merci de justement avoir répondu à mon appel. Ça a été un plaisir de mener cette première interview en ta compagnie. Et franchement, comme on a pu l'évoquer, tout le meilleur pour toi. J'espère que tu vas atteindre ces fameuses 2000. Ouais, les 2000 plus, et puis surtout construire les premières villas et les vendre. Exactement, ouais. Ce serait cool, ouais. Donc franchement, merci beaucoup à toi. Ça a été un grand plaisir et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Merci, à très bientôt. Allez Jean-Charles, merci à toi. Salut à tous.